Je m'appelle Nathalie Pantel, je suis enseignante à l'école Émile Rodeux à Soisy-sous-Montmorency. Alors, héritier de mémoire, j'en ai entendu parler sur Internet. Je suis allée sur le site Chemin de mémoire. J'ai vu des différents projets qui étaient montés. Je me suis dit que c'était possible de monter quelque chose en lien avec la guerre qui me posait régulièrement chaque année un peu un cas de conscience, un peu une lourdeur au moment d'aborder ces sujets compliqués. Et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire intervenir la littérature, les écrivains en guerre. Et, oh, ah, des soldats qui passaient. Et, oh. Le fait d'intégrer des poésies dans le cadre d'un contexte d'une pièce de théâtre, les enfants sont beaucoup dans le jeu. Quand ils sont très très jeunes, ils jouent, ils font des jeux de rôle, ils jouent au docteur, ils jouent, ça fait partie de leur ADN de jeunes enfants. A beautiful woman, but proud and overbearing, and she could not bear to be surpassed. C'est un très bon moyen d'incarner un personnage, de se mettre en situation et d'essayer d'imaginer ce qu'ont pu être leur vie. Et les élèves ont donc beaucoup participé en apportant des idées. Ils ont eu à écrire les scènes en français, résumer chacune des scènes, raconter ce qui allait se passer. Ils ont fabriqué les décors. Ils ont conçu les coquelicots. Ça a été très très long, parce que c'est très long de faire un coquelicot en papier de soie. Ciseaux, ciseaux. Il y a des costumes qui ont été faits par certaines familles, d'autres qu'on a achetés. On a beaucoup travaillé avec les élèves sur les symboles. Il me semble que c'est important. Les coquelicots représentaient, par exemple, l'espoir qui peut renaître. On a fait des liens également avec le symbole des loups. Les loups, ils n'ont jamais représenté les méchants, mais ils n'ont jamais représenté les gentils non plus. Oui. Donc c'est un personnage mystérieux et qui porte beaucoup dans le spectacle avec cette histoire de meute et de hiérarchie dans la meute. On a fait aussi un peu un parallèle avec l'armée et avec la hiérarchie, les codes. Voilà. Et les élèves étaient très réceptifs à ça. Ils ont beaucoup d'autonomie. Donc je leur demande aussi de gérer plein de choses dans la classe eux-mêmes, de manière à ce que chacun, selon ses compétences, selon ses talents, selon ses envies, ses affinités, puisse être efficace. Donc tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a des élèves qui vont plus dessiner, d'autres qui vont plus écrire, d'autres qui vont plus parler, d'autres qui vont apporter des accessoires. Ils ont tous une complémentarité. Et ça, c'est un petit peu nouveau parce qu'en général, à l'école, on essaye qu'il y ait une équité. Là, elle n'est pas possible. Tout le monde a un rôle différent. Je travaille depuis très longtemps autour de projets pour les élèves, pour les motiver un peu en classe, à travailler avec des objectifs qui rejoignent toutes les disciplines scolaires. L'intrigue va se passer entre le monde réel des tranchées 1914 et le monde irréel. Il y a les soldats qui sont dans les tranchées. Les Anglais, les Allemands et les Français sont en guerre. Il y a des soldats écrivains en guerre. John McCrae, Ernst Junger, Guillaume Apollinaire et Maurice Genevoix. Et Blanche-Neige. Les fées coquelicots. Il y a la reine, la belle-mère de Blanche-Neige. Il y a les nains. Il y en a 7 du coup. Le prince. Il y a les loups. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, c'est l'histoire des soldats allemands. Et ils se chamaillent pour des saucisses. Les fameuses saucisses. Parce qu'elles sont très rares et ils les adorent. Il y a Thomas, Fritz, Franz. Un soldat allemand eut l'idée de faire une trêve avec tous les soldats pour Noël, les soldats allemands, français et anglais. Ils vont faire une pause pendant la guerre pour partager un bon moment pendant Noël. Bon allez, on va sympathiser avec les ennemis, on va faire une partie de foot, etc. Ça va être marrant.
C'est tout pour la première scène. On se retrouve dans le monde imaginaire, le monde de Blanche-Neige, avec les fées coquelicots. C'est des fées qui sont un peu là pour aider à mettre un peu d'ambiance, à aider certaines personnes. Les fées lui demandent gentiment, mais Blanche-Neige ne veut pas aller dormir. Alors elle fait des caprices. Ah non, moi je veux pas aller me coucher, hein. Ah non. Et puis, je veux une histoire. Alors les fées lui racontent l'histoire de leur origine. Il y avait des petites fées avant, et elles allaient se cacher dans une grotte parce que les hommes les chassaient de la terre. Une d'elles fut attrapée et on lui tira une balle dans le cœur. Les sœurs, elles viennent pour la récupérer. Et du coup, des gouttes de sang tombèrent durant tout le chemin. Et les gouttes de sang, elles se transformèrent en coquelicots. Mais après, Blanche-Neige, pour toujours repousser l'heure du coucher, parce que elle a un petit peu tête de mule. Et Blanche-Neige réclame sa propre histoire. Les fées lui racontent. Quand elle était petite, sa mère l'a piqué le doigt dans une quenouille. Une goutte de sang est tombée dans la neige. Elle se dit qu'elle voulait une fille avec les lèvres rouges comme le sang. Et la peau blanche comme la neige. Et les cheveux noirs comme l'ébène. Et après, elle s'endort. Alors dans la scène, il y a Blanche-Neige. Et elle a disparu dans le château. Et les fées vont la chercher partout. Elle la trouve devant la fenêtre. Et elle prépare une fugue. Oh, j'ai besoin de liberté avec cette reine qui me colle tout le temps, là. Elle veut pas de moi. Ça me saoule un peu. Le prince, il profite de l'agitation des fées. Il essaye d'embarquer Blanche-Neige et une fée le transforme en grenouille. Pour qu'il apprenne à être plus patient. Je lui jette un pétard dessus. C'est Blanche-Neige qui s'est évadée du château. Elle part dans la forêt de Bolo. Elle rencontre une meute de loups. Et les loups la prennent pour l'un des leurs, parce qu'elle a une cape blanche en velours. Alors il lui montre comment on fait pour être un loup. Là, le prince, il vient et il veut la sauver. Il est amoureux de Blanche-Neige. Mais après, quand il entend que c'est les loups, il s'en va. Le prince a eu très peur à cause des loups et il commence à leur chanter après une chanson pour les narguer. Les loups lui mettent une raclée et finalement, il s'en va tout penaud. Le chef de la meute de loups ramène la Blanche-Neige dans le portail temporel. C'est comme un gigantesque toboggan qui fait qu'elle se téléporte, on va dire, dans un monde, mais dans le monde réel. Mais vu que Blanche-Neige est dans le monde irréel, Elle n'y arrive pas, il est bloqué. mais les soldats écrivains viennent l'aider grâce à leurs poèmes qui peuvent passer du monde réel au monde irréel. Et elle arrive en guerre en 1914 et elle voit les soldats. Alors du coup, Blanche-Neige était abasourdie. Elle voit les soldats en guerre qui sont un peu dans un bad mood, quoi, on va dire. Il ne sentait pas tellement bon. Dans la boue, le froid, avec des œufs qui éclatent de partout, elle se dit « Oula, c'est quoi cette horreur ?» Blanche-Neige décide de les faire passer dans le monde irréel, dans un conte bien plus joyeux que la guerre. Blanche-Neige est rentrée dans la maison des nains. Cette maison vraiment désordonnée. Elle essaye de la ranger. Elle mangea un peu, puis elle dormit. Les nains, ils rentrent de la mine, de leur travail. Et ils voient que leur maison, elle est toute en ordre. Le sol est propre, la vaisselle est faite. Là, ils se disent « Ouais, il doit y avoir quelqu'un qui nous a volés. Et ils décident de monter. Et la surprise, ils retrouvent Blanche-Neige dans leur lit. Ils se disent « Oula, qu'est-ce qui se passe là ?» Alors, ils se concertent pour savoir s'ils vont la garder ou pas. Grincheux qui ne veut pas qu'elle reste. Mais finalement, le camp Blanche-Neige reste avec nous l'emporte. Ils lui disent qu'elle pouvait rester à une seule condition, qu'elle fasse le ménage et qu'elle fasse la cuisine. Comme une maman, on va dire. Et Blanche-Neige, ça lui va tant qu'elle n'est pas à côté de la reine.
La fin est encore un peu incertaine. Il faut que l'espoir reste le maître mot.